Valérie Expert. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour les débats. Le vendredi, les débats, c'est à 11h avec aujourd'hui Noémie Alioua. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Essayiste, vous êtes sur tous les fronts avec les agriculteurs. Vous avez passé le 31 décembre, Noël avec eux. Hein. Oui. Vous avez passé Noël avec les agriculteurs. Hier vous avez passé une grande partie de la journée. Toute la journée, du matin au soir. Avec eux, et on va parler de ce Mercosur. Pardon, je m'en étrangle. Vous voulez un petit verre d'eau, Valérie? Pardon. Je bois. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour. Bonjour. Serge Guérin, sociologue. Vous avez publié « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» qui est paru chez Michalon. Et nous attendons Ria Malouche, qui est enseignante et qui ne devrait pas tarder à arriver. Alors, l'Iran, on va en parler parce que c'est vrai que les quelques images qui nous sont parvenues nous montrent une population déterminée à faire tomber le régime des mollahs. Et on ne peut être qu'admiratif de ce peuple qui se bat contre cette théocratie, contre la vie chère, bien sûr, comme nous diraient nos amis de la France insoumise. Néanmoins, moi, je m'interroge sur la faiblesse de la couverture médiatique en France, et je crois que c'est ce dont va nous parler Ria Malouche. Hier soir, tout le monde, ils étaient soit sur la tempête, soit sur le Groenland, et il y avait quand même des images qui nous parvenaient d'Iran ce matin. Pas un mot dans le Parisien, pas un mot dans Libération. Je m'interroge sur ce silence médiatique sur cet événement. Et puis évidemment le Mercosur. À quoi joue Emmanuel Macron? Alors c'est vrai que s'il avait dit je vote le Mercosur, on lui serait tombé dessus. Il dit je ne vais pas voter le Mercosur. Néanmoins, ça met en avant, ça met en exergue la faiblesse de la France dans cette négociation, puisque le Mercosur sera bel et bien adopté aujourd'hui. Et nos agriculteurs, effectivement, peut-être Noémie, hier ils manifestaient contre ce Mercosur. Et le paradoxe, c'est aussi qu'on entend aujourd'hui des voix dire oui, mais c'est pas si mauvais que ça, c'est quand même pas mal pour l'économie, pour certains secteurs. Oui, pour certains secteurs, mais pas pour d'autres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Mercosur, c'est comme la DNC, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. C'est une profession qui, depuis déjà très longtemps, souffre et a besoin d'aide. Et là, ça a été voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Encore une fois, ce sont des revendications qui sont très larges, qui sont portées par cette profession. Mais globalement, ce qu'ils demandent simplement, c'est de pouvoir vivre de leur travail décemment. C'est qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. C'est de pouvoir continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire s'occuper de la terre, la faire fructifier, nous permettre d'avoir une forme de souveraineté alimentaire et continuer à vivre. C'est ce qu'ils demandent. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler d'une vision assez angélique des agriculteurs? Ils ont reçu beaucoup d'aide aussi pour certains d'entre eux. Je vais peut-être mettre les pieds dans le plat en disant ça. C'est vrai qu'il y a un agriculteur qui se suicide pratiquement tous les jours, que les conditions sont très dures. Néanmoins, il y a eu aussi la PAC, il y a eu un certain nombre d'aides qui leur ont été données. Il y a des aides, effectivement, mais je vous assure que pour avoir été hier toute la journée avec des paysans, pour avoir passé le Noël avec eux, et puis j'y vais moi... Très honnêtement, je ne connais pas ce monde-là, donc j'y vais avec un regard neuf. Et je parle avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes depuis déjà plusieurs mois. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce ne sont pas des gens qui roulent sur l'or. Ce sont des gens qui se lèvent à 4-5 heures du matin, qui travaillent extrêmement dur et qui, pour beaucoup d'entre eux, ne se versent pas de salaire. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Valérie, moi ça me fait penser, quand vous parlez des aides aux agriculteurs, ça me fait penser à ce qu'on dit aux entrepreneurs aussi. Mais attendez, il y a plein d'aides, vous en recevez plein. Vous avez vu le fléchage des aides ou pas? Oui, non, mais je fais de la provoque. Il y a très peu de sociétés qui prennent beaucoup d'aides, et puis l'immense majorité des entreprises en France, qui sont des TPE et des PME, ne prennent pas beaucoup de sous, parce qu'il faut mobiliser beaucoup de ressources pour pouvoir lever ces fonds, parce que ça demande un travail administratif invraisemblable. Pour l'agriculture, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez des filières qui ont été favorisées depuis des années. On a poussé des gens à faire de l'arrachage pour faire rien du tout, parce que c'était mieux de les payer à rien faire plutôt que de leur faire faire leur métier. Mais quand vous faites ça, vous rendez dingue les gens. Vous les rendez fous. Vous les rendez marteaux. C'est-à-dire que quand ils ont un cheptel, on leur dit mais non, vous allez faire autre chose, on va vous payer pour rien faire. Les gens ne comprennent pas. Ils ont plus de but dans la vie. C'est quelque chose de complètement dingue. Et c'est contre-intuitif en plus. Vous avez ça. Vous avez ce qui s'est passé avec les images invraisemblables. On parlait ici de la bataille des images autour de l'abattage de ces troupeaux et de la façon, mais vraiment
inhumaine de la manière dont ça a été traité par les pouvoirs publics. Vous rajoutez ça. Et vous avez aussi une partie, on le disait, des agriculteurs, enfin qui se disent encore aujourd'hui agriculteurs, mais qui sont plus dans de l'agro-industrie et qui continuent à toucher des aides. Et ils sont extrêmement bien représentés, puisque, on va pas se mentir, ces gens faisaient partie de certaines organisations syndicales qui ont eu même des ministres qui étaient en charge de l'agriculture. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 20 ans? Ils en ont eu 3 quand même. Rien, zéro, la tête à Toto, puisque l'histoire du Mercosur, ça fait 25 ans que c'est négocié. C'est pas négocié hier, c'est pas négocié avant-hier, ça fait 25 ans. Et donc pendant ces 25 ans, il y a eu au moins 3 ministres qui étaient issus du monde agricole. Ils n'ont rien fait parce que ça favorisait plutôt leur branche d'activité plutôt que les petites exploitations dont on se fout en fait. Bien sûr. Voilà, c'est ça l'histoire. Oui, oui. Et ce sont les petites exploitations. Serge Guérin, quel regard vous portez, vous, sur cette mobilisation des agriculteurs? Et puis on va parler du Mercosur et là de l'aspect politique et de la position aussi d'Emmanuel Macron, mais sur la mobilisation des agriculteurs. Est-ce qu'ils sont entendus? Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Je parle du point de vue des politiques. Ce qui est en effet assez intéressant, c'est qu'on a un syndicat majoritaire qui avait plutôt des gains à retirer de tout ce qui s'est développé en Europe. Et puis là, on a les 2 syndicats, l'un situé globalement très à gauche et l'autre situé très à droite, qui sont main dans la main face à cette situation-là. Donc là, on a déjà un élément politique au sens classique du terme assez intéressant. Deuxième élément, oui, on rappelle toujours, dans les années 50, plus de la moitié de la population active travaillait encore dans le secteur. Donc on a une culture, une histoire agricole très très forte. Ça joue aussi. Oui. Le troisième élément, c'est quand même, alors je suis pas un spécialiste et mais on est dans un questionnement sur l'indépendance. On est dans un questionnement sur est-ce qu'il ne faut pas relocaliser un certain nombre de choses. Et du coup, la première chose sans doute à être sûr d'avoir, c'est quand même de pouvoir se nourrir. Je crois que cette année, pour la première fois, il y aura un déficit. Au niveau agricole. C'est-à-dire que d'habitude, on exportait, et pendant longtemps, on a exporté beaucoup, et ça contribuait justement à équilibrer beaucoup de choses. Cette année, ça va être l'inverse. Donc il y a aussi cette interrogation-là. On peut se dire d'un côté, l'enjeu, il est quand même de retrouver des marges de régalien, de retrouver des marges d'indépendance, et donc entre autres sur la nourriture, tout simplement. Et ce système-là risque de encore accroître notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc là aussi, il y a une question quand même très très forte qui paraît un peu contre-intuitive. Et puis l'autre élément, c'est que les gens, les gens normaux, se disent mais moi je veux pouvoir manger de la qualité. Et puis moi j'aime bien les agriculteurs, ainsi de suite. Et là on m'explique que globalement, on va laisser rentrer des produits qui sont pas de très bonne qualité. Et on va dire aux gens qui en font de bonne qualité, vous êtes bien gentils, mais c'est trop cher. Donc il y a aussi une incohérence à la fois du politique, mais aussi de chacun d'entre nous, parce qu'on peut aussi avoir tendance, chacun d'entre nous, à privilégier le moins cher. Donc il y a toutes ces questions-là qui arrivent un peu au même moment. La grande distribution a pris des engagements en disant qu'il n'importerait pas de poulet brésilien, ça vous fait sourire. Non, mais Alexandre Bompard, hier, expliquait en plus que ce sur quoi tout le monde s'est un peu excité, les mangues et les avocats, lui dit, nous, on a des contrôles qui font qu'on n'accepte pas ces produits qui sont arrosés de pesticides. Donc c'était Est-ce que vous faites confiance à des gens qui ont changé la taille des paquets pour gagner plus d'argent? Mais c'est pas Alexandre Bompard, lui, il est juste patron d'une boîte qui distribue ça. Il les vend. Oui, c'est vrai qu'ils ont des produits. Ils ont des produits. On peut leur faire confiance. Sur Emmanuel Macron et sa position, parce qu'il y a quelques semaines, il avait dit Mercosur, pourquoi pas, etc. Là, il a été assez violent. Il parle d'un accord d'un autre âge, de gains économiques limités, d'un rejet politique unanime, il veut surtout garder son gouvernement. Mais donc c'est ça, c'est quoi? C'est parce qu'on a vu qu'il y a aussi. Donc politiquement, ça dit quoi d'Emmanuel Macron? Ça dit tout d'Emmanuel Macron. Ça dit aussi un président impuissant, parce que le Mercosur va être voté. Mais c'est ça le plus intéressant, c'est-à-dire qu'il se met contre le Mercosur, alors que de toute façon le Mercosur va passer. Il prend aucun risque à part celui de l'attitude, enfin de la posture. Voilà, il fait une posture. Je suis le père de la nation. Je me suis battu jusqu'au bout pour vous protéger nos intérêts. Malheureusement, nous n'avons pas été compris, etc. Mais qu'a-t-il fait depuis ces 10 dernières années? Encore une fois, le Mercosur, ça fait 25 ans. Il y a quelques temps, il nous disait que le Mercosur, c'était l'avenir indépassable de la profession
l'expression. Donc voilà, c'est un président qui est à 12% d'opinion, on le rappelle quand même, dans le dernier baromètre. Il a besoin d'avoir une posture pour essayer de se refaire la cerise, vous m'excuserez de l'expression. Voilà, il prend a peur des agriculteurs. C'est juste une posture, mais comme il a fait, regardez le tweet qu'il fait sur le Venezuela, et puis sa position 2 jours après. Voilà, on est habitué. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, je crois pas. Pardon. Allez-y. Je crois pas qu'il ait peur des agriculteurs. Je pense qu'il a peur de perdre son gouvernement, tout simplement parce qu'il peut y avoir des motions de censure qui pourraient éventuellement le faire tomber. C'est-à-dire qu'il se confronte, malgré lui, à une opposition très forte. Je rappelle qu'il y a un support massif de la part de la population vis-à-vis des agriculteurs. Le dernier sondage CSA qui est paru hier montre que 80% des Français soutiennent les agriculteurs. Tous les sondages sont unanimes, que si vous interrogez les Français, les agriculteurs, les éleveurs, etc., et tous les syndicats d'ailleurs, ils s'opposent tous au Mercosur. Et dans une démocratie, vous ne pouvez pas gouverner contre le peuple, vous ne pouvez pas gouverner seul. Lorsque vous avez un peuple qui dit d'une seule voix, nous ne voulons pas de ce Mercosur, même si dans votre fort intérieur, vous êtes convaincu que c'est le meilleur accord possible pour l'ensemble des filières, même s'il faut en sacrifier certaines, et notamment les agriculteurs, vous êtes malgré tout obligé de vous soumettre au consensus populaire, et surtout quand vous êtes aussi minoritaire à l'Assemblée nationale. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Est-ce que vous approuvez la décision d'Emmanuel Macron de ne pas voter pour l'adoption de cet accord du Mercosur? On en parle avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Et nous sommes ensemble avec vous pour commenter l'actualité. On va reparler de l'Iran, de ce qui se passe en Iran, de ce peuple déterminé à faire tomber le régime des mollahs. Mais nous parlons pour l'instant donc de la décision d'Emmanuel Macron de ne pas voter l'accord du Mercosur. 0826 300 300. Qu'en pensez-vous? Philippe est en ligne avec nous. Bonjour Philippe, vous nous appelez de Casillac. De Casillac, au nord du département, on est en Vaudelais, en troupeau l'étang, race limousine, et de la noix en Gaëc avec mon épouse. D'accord. Voilà. Donc moi je voulais merci pour déjà donner la parole sur le terrain à Sud Radio, parce qu'on entend différents échanges. Moi je voulais juste rajouter que c'est une catastrophe catastrophique ce qui se passe, parce que le président de la République, comme d'autres, au bout de 25 ans, dans la dernière ligne droite, dans le dernier pavé en haut de la pyramide, s'aperçoivent qu'il faut voter contre et remuer toute la France entière, bloquer le pays pour que le Mercosur ne soit pas voté. Et vous voyez, je vais vous faire une confidence. Oui. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui écoute. Et là, ça prouve bien que le monde politique, toute mesure d'un côté comme de l'autre, s'en foutent des petites entreprises et du monde agricole et des petites PME et des petites PME qui font travailler, nourrir le pays en permanence. Ils s'en foutent, comme ils se foutent des agriculteurs. Vous voyez, sur le plateau, hier soir, avec Maxime sur BFM, il y a quelques élus qui se sont fait remettre en place. Vous voyez, ils vont sur les barrages, ils sont les plus beaux, les plus forts, et puis à l'Assemblée, ils votent le contraire de ce qu'ils disent sur les barrages. Ils se sont fait remettre en place, et bien tant mieux pour eux. Parce que franchement, ils se moquent du peuple. Qu'est-ce que vous attendriez Voilà, je cherchais, c'est vendredi. Qu'est-ce que vous attendriez des politiques? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils vous disent? Le débat, vous savez, les politiques, je vais vous dire. Il faut déjà qu'ils prennent leur chemin, leur bâton de pèlerin, et qu'ils aillent dans les campagnes. À Lozère, dans le Lot, en Creuse, partout, dans le fond de la France. Il faut qu'ils aillent voir les gens. Vous voyez, on parlait j'en parle beaucoup du général de Gaulle, mais il faut aller voir les gens. Il faut que les politiques, ils sont toujours dans une tour d'ivoire là-haut, ils sont tous ensemble, ils mangent ensemble, ils vivent. Mais tant mieux, on n'est pas jaloux. Mais il faut qu'ils aillent voir les gens, aller voir ce qui se passe sur le terrain, aller se rendre compte. Vous savez, quand on demande à un politique, il a combien le SMIC? Eh bien, vous savez, la politique, elle est obligée de regarder son téléphone vite avant que la question soit à répondre. Mais c'est très grave, quoi. C'est très grave. Ils n'ont plus le sens de la vie. Et c'est eux qui font les lois. Ils n'ont plus le sens de la vie. Et c'est ça qui est grave. Et vous savez, les gens sont écœurés. C'est à cause de ça que les gens se révoltent. C'est juste à cause de ça. Oui. Vous voyez, et sur le terrain, voir comment ça se passe dans les entreprises, ils verraient qu'ils auraient une autre vue quand ils seraient là-haut dans les tours d'ivoire. Ouais. Et vous, le Mercosur, pour vous, ça va changer quoi? Mais le Mercosur, moi je ne suis pas contre le libre-échange. Vous voyez, franchement, je ne suis pas contre. Mais à une condition, c'est que tout ce qui rentre sur le pays, eh bien, il faut qu'il ait les mêmes règles que nous, les éleveurs, les agriculteurs, les céréaliers français. Et c'est pas le cas. Vous voyez, même au sein de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Vous voyez, hier encore au péage de Sud Perpignan, là-bas, ils ont chopé des camions de viande. Il y avait juste une feuille collée sur les palox
de viande, il n'y avait aucune traçabilité. Ça venait d'Espagne et ça venait des autres pays du Mercosur ou de je sais pas d'où. Vous voyez, c'est une catastrophe. Oui, c'est ça. Il faut qu'on ait les mêmes règles. Il faut qu'on ait les mêmes règles, vous voyez. C'est la question des normes aussi qui est là. Merci de votre appel, Philippe. Serge Guérin, sur ce qu'on vient d'entendre. Et on entend le ras-le-bol dans la voix de tous ceux qui nous appellent sur Sud Radio quotidiennement. Je me rappelais qu'il y a très 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 longtemps, dans mon coin d'Essonne où je vivais, je faisais de l'intérim, et la viande arrivait, et puis il y avait un monsieur qui m'était ensuite importé de l'Union Européenne. C'était pas assez eux. Et en fait, ça venait d'ailleurs. Moi, j'étais très jeune, je découvrais le truc, j'étais donc contre Truandais déjà. Enfin voilà. Donc, on peut comprendre que tous ces agriculteurs soient assez remontés. Et je crois qu'il y a derrière tout simplement une notion de mépris, c'est que les gens se sentent totalement méprisés. On les prend pour des bouseux, quoi. Et donc il y a un mépris pour cette population qui est très forte. Après, pour Macron, moi je le défendrais totalement, parce que Macron fait du en même temps. Je suis pour, mais je vote contre. C'est bien du en même temps. Donc voilà, parce que il y a une logique aussi. Je pense qu'il est tout à fait pour le Mercosur, parce que dans sa logique intellectuelle à lui, le libre-échange est toujours ce qu'il y a de bien. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que le monsieur qui est intervenu a dit tout de suite, non mais moi je suis pour le libre-échange. Ouais. Or, l'enjeu aujourd'hui, c'est sans doute de réguler sérieusement ce libre-échange, et donc dans ce cas-là, c'est plus un libre-échange, c'est un échange favorisé, encadré. Et donc, on a aussi une problématique très intellectuelle et très idéologique à dire, le libre-échange, par nature, c'est bien. Ouais. Mais non. Par nature, c'est pas nécessairement bien, ça dépend, et ainsi de suite. Et donc, on voit bien aussi qu'on est confronté à ces thèmes-là. Depuis 40 ans, 50 ans, on a été dans une culture hyper libre-échangiste. C'est intéressant d'ailleurs le terme libre-échangiste. Voilà. Et en fait, derrière, il y a d'autres choses qui se passent. Un libre-échange, ça ne marche pas à 100%, c'est pas possible. Et donc, c'est aussi se donner des règles, et c'est ça qu'on n'a pas voulu voir. L'autre élément sur lequel je reviendrai, c'est, vous l'avez tous dit, 25 ans. Sauf que la France, il y a 25 ans et d'aujourd'hui, l'agriculture, mais pas que l'agriculture, c'est plus du tout la même. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on a mis 25 ans. Mais globalement, on pense comme s'il était à 25 ans. L'état du pays à 25 ans était plus solide qu'aujourd'hui, par exemple. Donc, on est aussi, là aussi, en position de faiblesse. Donc, le président est en position de faiblesse politique, comme ça a été dit. Le pays est en position de faiblesse. Et par ailleurs, idéologiquement, il y a une difficulté, parce qu'en fait, il a le cul entre deux chaises. Oui, mais alors, il a travaillé, Emmanuel Macron, pour faire évoluer ce Mercosur. Mais en fait, c'est surtout Giorgia Meloni qui aujourd'hui est en train de remporter. L'Europe, c'est un rapport de force. Oui, mais est-ce que ça dit des choses sur le rapport de force et sur la faiblesse peut-être de la France. Ça raconte aussi notre faiblesse. Rian Alouche, vous venez de nous rejoindre. Quel regard vous portez? Vous êtes enseignante sur ce Mercosur et sur en particulier la position de la France qui aujourd'hui se retrouve quand même très affaiblie au sein de l'Europe. Oui, alors on peut plus parler, je pense, du couple franco-allemand. Parlez bien dans le micro. Aujourd'hui, on va plus parler de l'Allemagne qui a plus le pouvoir sur la chose. Je pense aussi que le vote, on va dire, de la France, que ce soit un oui ou un non, ne sert pas forcément à grand-chose. Ce que je constate, c'est une colère des agriculteurs, qui sont des travailleurs pauvres. Ce que je constate aussi, c'est, je veux dire, politiquement parlant, concernant le Mercosur, les droits de douane. Je ne sais pas si vous en avez parlé, vu que je suis arrivée. Non. Je pense que ça sera coupé en deux, dans tous les cas. Donc, la France n'a pas forcément la main dessus. Vous avez parlé de libéralisme et du point de vue du président, intellectuellement, philosophiquement parlant, c'est la bonne chose à faire. Comparé à ce qui se passe réellement sur le terrain, pour les agriculteurs, pour aussi les produits de terroir français. Pareil, je ne sais pas si vous êtes revenu dessus. Donc tout ça va possiblement disparaître. La question à se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'il en est en fait? Que va devenir l'agriculture française dans 40 ans? Parce que pas dans 40 ans, on peut se poser la question dans les années qui viennent. Exactement. Donc ces personnes, les agriculteurs sont surréglementés en même temps. Ça reste, il y a plusieurs agricultures, on est d'accord. Mais je parle des travailleurs pauvres. Ça reste des travailleurs pauvres. Ils sont surréglementés. On n'a pas de futur en vrai pour l'agriculture française. Et je pense qu'ils sont juste sacrifiés.
c'est le cas de le dire, ils sont sacrifiés. C'est ce que disait tout à l'heure Noémie Alioua. Marie nous dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est vital. Stéphane dit pourquoi est-ce qu'on exporte de la qualité et qu'on importe de la merde. Voilà, j'arrive pas à comprendre cela pour les agriculteurs, pourquoi ils acceptent de vendre à bas prix à l'export. C'est même pas à l'export. Moi, j'ai été frappée par l'appel d'un producteur de blé qui expliquait qu'il vendait plus cher son blé que le blé qui arrivait du Canada à des fabricants de pâtes. Donc c'est les normes, c'est les règles, c'est oui. Mais Valérie, au-delà de ça, c'est pourquoi ça se passe en fait? Parce que finalement, l'implication de tout ça n'est pas aussi dangereuse que ça. En termes d'image, c'est très mauvais, il y a des manifs, etc. Mais ce sont des gens qui sont des colins froids. Vous savez, cette vieille expression des colins froids. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la sociologie et ils font du rapport de force. Vous avez parlé du rapport de force. Si le rapport de force des agriculteurs s'installe, alors les politiques reculeront. Mais aujourd'hui, c'est une France qui décline, aussi en termes de poids électoral, et ils jouent à mort les villes, les centres-villes et les banlieues. Ils sont pas trop sur cette France qui est attachée à son terroir, à sa culture. Le président de la République avait dit que la culture française ça n'existe pas. Donc le terroir français ça n'existe pas non plus. Il s'en fout. Il est dans le monde de la post-France déjà, le président de la République. Ça a été sa construction idéologique et sa pratique politique depuis qu'il était même secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc il y a pas de surprise. Il y a aucune surprise en vérité. Non. Ces gens, comme la France insoumise joue les banlieues et une partie des communautés françaises qui sont sensibles à des thèmes particulièrement autour de l'islam, et le président de la République joue sur des gens qui sont justement dans une extraterritorialité intellectuelle, imaginaire d'ailleurs, c'est super intéressant, d'une espèce de village global, voilà. Et puis parce que les villes, ce sont des gens qui n'ont plus de racines puisqu'ils sont dans des villes et souvent ils ont quitté leur terroir d'origine pour devenir autre chose. On parlait de se réinventer, mais ils se sont réinventés peut-être pas pour le bien de la société parfois. C'est intéressant ce que vous dites parce que le président Macron avait dit la culture française n'existe pas. Donc le patrimoine n'existe pas non plus. Donc le terroir n'existe pas. De ce point de vue-là, il y a une vraie cohérence. On se retrouve dans un instant. On va parler de l'Iran, de ce qui se passe en Iran et du silence relativement assourdissant des médias français. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie-Midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord et on va parler de l'Iran. Encore une fois, mouvement de protestation important dans de très très nombreuses villes aujourd'hui. Étonné de voir, même qu'hier soir, on était sur la tempête sur une chaîne, on était sur le Groenland sur une autre chaîne. LCI a quand même pris la main à un moment, mais assez... Non, mais il parlait de l'Ukraine, effectivement. Et après, pour parler de l'Iran, mais très tard dans la soirée. Et ce matin, j'étais étonnée de voir le peu d'articles, même le Figaro qui consacre un article à l'Iran, le fait dans ses pages économie pour parler de la vie chère. Ils ont fait un live, sur les déclarations de l'ayatollah Khamenei. Il y a Emmanuel Razavi qui a été invité aussi très largement, notamment sur le Figaro télé. Non, mais le Figaro fait le job, mais globalement... Par contre, le spécialiste du Moyen-Orient, qu'on connaît bien, le fameux Georges Malbruno, lui publiait un tweet il y a seulement 3 jours que j'ai photographié, qui disait qu'il pensait que ce n'était pas vraiment révolutionnaire, ou en tout cas qu'il n'y avait pas les éléments réunis qui permettraient vraiment de faire tomber le régime. Je garde ça en tête, on verra dans les jours qui viennent. Il faut le garder celui-là. Riyam, c'était votre coup de gueule. Exactement. Je voulais revenir sur le traitement que je trouve timide de ce qui se passe en Iran comparé aux faits réels sur place. Je voulais rappeler déjà que les contestations iraniennes ne sont pas des faits isolés, ni dus à la vie chère, comme certains auraient pu le dire. C'est un cri du peuple contre un régime, contre une violence qui a été appliquée. C'est une politique violente appliquée depuis 1979. L'argent des Iraniens va dans des politiques d'influence étrangère.
l'on sait tous que l'Iran est un agent de déstabilisation mondiale. L'Iran a financé le Hezbollah dans la région, la Syrie pour sauver Bachar. En Occident, on sait qu'il y a des tentatives d'infiltration dans certains mouvements. Donc l'Iran, ce qui se passe actuellement en Iran n'est pas uniquement une révolution contre la vie chère, même si c'est le cas, parce que l'argent des Iraniens va ailleurs, sauf dans l'agriculture, sauf dans l'industrie iranienne, mais c'est aussi les droits des Iraniens qui ont été bafoués sur plusieurs années. Leur dignité, tous les opposants sont arrêtés, violentés, condamnés, on parle des pendaisons, on parle aussi de toute violence, de viol, etc. Donc ça, ce sont des faits réels sur place, qui sont aujourd'hui on va dire, remis en cause par les Iraniens, soit sur place ou même ici à l'étranger, qui sont en exil. Et il faut aussi se rappeler que l'Iran reste quand même un centre, un carrefour avec le détroit d'Ormuz, il me semble. Moi, quand je vois tout ça, personnellement, et la façon dont c'est traité médiatiquement en France, ça me désespère. Bah oui. Je peux exprimer que mon soutien aux Iraniens et Iraniennes sur place, et je pense que on passe peut-être à côté de quelque chose médiatiquement, parce que ça pourrait être aussi important que la chute du mur de Berlin. Bien sûr, pour la région, c'est extrêmement important, parce que pour le monde entier. Pour le monde entier. Vous savez que la République islamique est très impliquée, notamment dans le trafic de drogue, dans beaucoup de problèmes qu'il y a à échelle mondiale. Pour revenir sur ce que vous disiez, Valérie, vous avez pointé à juste titre en ouverture de ce sujet la question médiatique. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ce sujet n'est pas mis sur la table comme il devrait l'être. Amaury Brelet, qui était là ce matin, disait qu'il a écouté une radio concurrente du service public qui n'avait pas dit un mot non plus. Oui, non. Alors c'est un sujet qui est totalement mis sous le tapis. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une erreur 404 aujourd'hui, la question iranienne, pour la gauche. Vous savez pourquoi? C'est quoi une question 404 pour nous? C'est quand votre ordinateur plante. Oui, exactement, c'est quand votre ordinateur plante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un virus. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, à aborder et à comprendre. Ce qui se passe pour la gauche progressiste, c'est que d'ordinaire, elle est toujours du côté de tous les peuples de la Terre. D'ailleurs, elle est plus du côté de tous les peuples de la Terre que du côté des Français. Il y a, au cours des manifestations organisées notamment par la France Insoumise, tous les drapeaux possibles et imaginables de la terre entière. Mais ils ne sont pas aux côtés des Iraniens. J'étais dimanche dernier, moi, aux côtés des Iraniens pour couvrir une manifestation à l'appel de différentes associations franco-iraniennes qui s'est déroulée sur la place du Trocadéro. Il n'y avait aucun élu de la France Insoumise. Pourquoi? Eh bien, écoutez, parce que ce sont des gens qui se révoltent contre une théocratie islamique et qu'ils sont du côté des peuples de la Terre. Mais lorsque ces peuples de la Terre se révoltent contre une dictature islamiste, il n'y a plus personne. Donc, ils ne sont pas aujourd'hui aux côtés des Iraniens. Il y a un petit changement de positionnement. Là, je vois Mathilde Panot qui a tweeté hier soir: alerte, le régime iranien a coupé la connexion Internet dans le pays. Le pire est à craindre. Pour protéger les manifestants, exiger la libération des la France doit agir. Jamais la répression ne parviendra à stopper la quête de liberté. Solidarité avec le peuple iranien. Quand ça tourne mal, généralement, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais ils sont restés très longtemps à la fois silencieux et ils ont insisté sur la question économique, alors que ce n'est évidemment pas une question économique, c'est une question qui est beaucoup plus profonde. On a Jean-Pierre en ligne avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Marseille. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur l'Iran et sur ces manifestations? Mais il est évident que, pour rebondir sur votre dernière interlocutrice, le sujet iranien, avec le fait que c'est une république islamique qui a été installée en 1979, avec l'appui des communistes, donc de la gauche, qui s'est tout de suite fait égorger derrière, ça pose un gros problème philosophique aux LFistes, qui en France soutiennent tout ce qui peut être divers et varié et islamique, pour ne pas dire islamiste. Donc ça leur pose un gros problème. Et quand le conducteur Mélenchon dit que le peuple se révolte contre la vie chère, je comprends bien pourquoi toute la presse, j'ose le dire, totalement gauchiste, rebondit en disant que c'est un problème économique et pas un problème structurel d'un État voyou
qui diffuse de la drogue dans le monde entier, qui est une plateforme de terrorisme pour le monde entier, qui est un danger pour le monde entier. Donc ça plaît pas en plus que ce soit éventuellement l'horrible Satan américain, n'est-ce pas, qui mette fin à ce régime par personnes interposées. Donc il y a tous les ingrédients pour que la gauche minimise les événements jusqu'à ce que elle devienne résistante de la veille, résistante à partir de 42, on va dire, et du moment où ça bascule. Voilà, mais comme d'habitude, c'est la gauche. Et le traitement médiatique est à l'accoutumée. Et pour avoir une analyse un petit peu plus profonde, quand ce régime sera tombé, ce sera un signal majeur pour l'intégralité du monde. Partout, ces gens qui s'infiltrent comme les frères musulmans veulent instaurer des califats et des républiques islamiques. Ouais. Alors, juste effectivement, pour compléter ce que vous dites, Jean-Pierre, l'ayatollah Khamenei a adressé un message à la jeunesse iranienne. Chers jeunes, préservez votre foi. Premier item, préservez votre foi, votre réflexion politique, votre présence, préservez votre unité, préservez l'unité. Une nation unie triomphe de tout ennemi. Il a accusé les États-Unis d'être intervenus des actes de saboteurs venus à Téhéran pour faire plaisir au président des États-Unis. C'est le grand, ça n'empêche pas. Hein. Bah oui. Merci Jean-Pierre, effectivement. Vous avez tout dit également. Serge Guérin, rapidement. Oui, très vite. Alors déjà sur ce que disait Jean-Pierre, c'est pas 42, c'est plutôt fin août 44. Oui, la résistance. Résistance. Deuxième élément, oui, il faut se rappeler, vous disiez à raison, Michel Foucault, le grand penseur, qui donc était heureux de l'arrivée de l'ayatollah et ainsi de suite. Donc la gauche, en effet, s'est totalement vendue ça, contre... En fait, parce que c'était Shah, parce que c'était les Américains, et ainsi de suite. Ouais, c'est Et puis, il y a aussi un autre élément, il faut quand même dire, c'est qu'en Iran, ils ne sont pas antisémites. Et qu'ils ne se font pas avoir par l'histoire contre Israël. Et donc, là aussi, c'est embêtant. D'ailleurs, avait une très bonne relation avec les Iraniens ne tombent pas du tout dans le... Voilà, ils tombent pas du tout dans le panneau. Parce que c'est pas du tout... Ils savent très bien qu'au contraire. Donc du coup, là aussi, c'est compliqué pour LFI, pour les écolos, pour la gauche, parce que généralement, ils se mobilisent quand, en face, il y a des juifs, il faut être très clair. Et là, manque de bol... on ne peut pas les accuser. Un petit peu le complotionnisme, on trouvera toujours un peu. Mais ça, et donc ça aussi, je pense que ça gêne beaucoup la gauche, on pourrait dire les gauches ou la néo-gauche par rapport à tout ça. Il y a une amitié millénaire entre les deux peuples, entre le peuple juif et le peuple perse. Et au cours des manifestations aujourd'hui qui ont lieu, organisées par certaines organisations franco-iraniennes, vous voyez aussi des drapeaux israéliens, donc des drapeaux, surtout des drapeaux monarchistes iraniens, aux côtés de drapeaux israéliens. Ce sont les Perses qui ont autorisé les Israéliens. Mais juste un mot sur la diplomatie française. Si c'est possible. Vous le direz au retour. On doit marquer une pause pour la pub. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 20 midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est de retour avec vous sur Sud Radio. Nous parlons de ce qui se passe en Iran, de cette révolte, de ce peuple qui se bat, qui est dans la rue, qui prend des risques incroyables. On voit des images qui nous parviennent. On a vu ce jeune homme qui montait sur une sorte de bar au risque de se faire tirer dessus. On a Mourad qui nous appelle. Bonjour Mourad, vous êtes iranien. Bonjour madame. Bonjour. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Comment vous suivez ces événements? Avec beaucoup de douleur. D'abord, je voulais vous féliciter Sud Radio. À ma connaissance, vous êtes la seule média à parler de ce sujet avec sincérité. Moi, je n'entends pas sur France Info, je n'entends pas le Médecin du Monde, je n'entends pas les mouvements MeToo. Je voulais uniquement demander pourquoi ces mouvements MeToo et Médecin du Monde ne disent pas un seul mot sur le drame des jeunes Iraniens quand on les arrête. Les jeunes filles sont violées et les jeunes garçons sont sodomisés la veille de leur pendaison pour être sûrs qu'ils n'iront pas au paradis. Pourquoi aucune de ces associations, aucun de ces mouvements n'en parle? C'est une bonne question, et plus généralement, pourquoi ça ne fait pas la une de l'actualité? Ce qui se passe, et on l'a dit précédemment, est extrêmement important pour l'ensemble, pour le reste du monde. Si ce régime tombe, c'est tout l'ordre du monde qui va en être bouleversé. Donc vous avez raison de dire qu'il y a des tortures, qu'il y a des femmes qui sont maintenues dans des états qui sont scandaleux, horribles, et c'est vrai. Oui. Est-ce que vous pensez que le régime des mollahs peut tomber? Vous avez des contacts là-bas? C'est le souhait de
tous ceux que je contacte, c'est le souhait. Je n'ai pas vu une seule personne qui ne soit pas dans l'espoir. Ils vivent dans l'espoir. Ils vivent dans l'espoir. Oui, et il y a effectivement le déclencheur qui a été les prix élevés. Mais ces impressions, ça fait des années, madame, ça fait des années. Chaque fois qu'ils se révoltent, les mots sont réprimés. Non, c'est. Mais j'entends ce que vous dites parce que j'ai les mêmes interrogations sur l'indignation à géométrie variable de certaines associations et de certains mouvements. C'est vrai. Merci de nous avoir appelé, Mourad. Vous vouliez peut-être réagir, Riam, sur ce qui vient d'être dit? Oui, c'est assez touchant comme témoignage. Je voulais revenir sur l'argument unifactoriel qui est souvent utilisé dans certains partis de gauche, qui est uniquement économique. Oui. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'une idéologie peut faire. Et quand en plus on la mélange avec la politique, l'économie et qu'on crée une théocratie, je pense que les personnes qui n'ont jamais été dans des pays où des religions, notamment l'islam, est appliqué dans la loi, ne vont jamais savoir ce que ça donne sur place. Et c'est vrai que sur ces dernières années, il y a énormément de personnes qui ont été emprisonnées, violées, etc. Ce qu'il dit, c'est uniquement des lois islamiques parmi tant d'autres. Hein, quand le monsieur parle des femmes qui ne sont pas censées être vierges, par exemple, avant, pour ne pas aller au paradis, en quelque sorte, il n'invente pas. Donc on ne se rend pas compte et on minimise ce qu'une idéologie peut faire quand on la mélange avec tout ce qui est pouvoir, économie, etc. Donc il n'y a pas qu'un seul facteur, et c'est très, très, très problématique, voire même lâche, je trouve, de réduire ça à un seul facteur. Bien sûr. Je vois des images terribles. Le régime islamique d'Iran a ouvert le feu sur des manifestants à Fardis en Iran. Des dizaines de personnes scandant mort au dictateur auraient été assassinées. Il y a plus de 200 000 gardiens de la révolution. Hein. Il faut bien se dire que c'est une grosse structure. On est vraiment dans la vision. On est vraiment dans la vision de ce qu'est pour Hannah Arendt le totalitarisme, c'est-à-dire que chaque partie de la vie des gens est réglé par ce pouvoir invraisemblable qu'il y a dans la République islamique d'Iran, et qu'en plus vous avez, en plus des forces de police, en plus de l'armée, puisque comme ils se méfient de l'armée, il y a une milice extrêmement puissante qu'on appelle, il y en a plein, mais on va dire les gardiens de la révolution, et c'est plusieurs centaines de milliers de membres. Il y a 200 000 membres, je crois, dans les gardiens de la révolution. Je pense qu'il y en a un paquet qui vont partir en courant, mais vous avez quand même des gens qui seront des jusqu'au-boutistes, et quand il y a vous avez des émeutes comme ça, et que les bases d'un régime aussi autoritaire et autocratique que celui que nous connaissons en Iran sont en train de trembler, vous avez forcément à un moment donné la pulsion de mort de certains, et donc ils vont se battre jusqu'au bout. Et là, ce qui vient d'arriver, vous parlez de l'ouverture du feu sur des manifestants, il y a peut-être des dizaines de morts. Rappelez-vous ce qu'a dit Donald Trump ce matin. Si vous tirez vous tirez sur les manifestants et que vous tuez des manifestants, je vous taperai très fort. Donc les heures qui vont venir vont être très intéressantes, parce que est-ce que Donald Trump va aller jusqu'au bout de sa menace de ce matin? Ce matin. Mais on peut imaginer aussi qu'il y a d'autres pays, je pense à Israël, qui avait quand même, il y avait l'affaire des beepers, ça veut dire qu'ils ont aussi... L'affaire des beepers avec le Hezbollah, mais il y a la guerre de 12 jours aussi, qui a été une guerre terrible, qui a été menée. Ils sont forcément aussi à la manœuvre. Israël à la manœuvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait, ça s'est acté, qu'il y a des agents du Mossad sur le territoire iranien qui apportent de l'aide aux manifestants, parce que vous savez bien que des manifestants aussi organisés qu'ils soient, enfin des militants contre le régime on va dire, aussi organisés qu'ils soient, ils ont besoin d'une aide logistique. Quand vous voulez mener une révolution, vous avez besoin d'armes, vous avez besoin de... Et ça c'est dans la presse, il y a effectivement des agents du Mossad, comme des agents américains, comme des agents de tous ceux qui apportent de l'aide au peuple iranien, et c'est au peuple iranien malgré tout de choisir son destin. Et nous on est où? On est au ski? Nous on a été écartés malheureusement, on est écartés de toutes les grandes affaires du monde. Mais juste Valérie, pour revenir sur une question qui était abordée par l'auditeur, la question du silence médiatique, elle est très importante, elle est très intéressante. Peut-être un autre élément de réponse en plus de la question idéologique qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la question du fait qu'il y a eu beaucoup des révolutions de ce genre qui ont été écrasées dans le sang par le passé. Et sans doute que certains se disent que c'est peut-être encore un coup de plus.
que c'est encore une révolution qui va être avortée. Mais il y a des éléments qui montrent que cette fois, ça pourrait être la bonne. Et juste un dernier élément sur la diplomatie française qui est assez absente, qui est assez silencieuse sur cette question. Ouais. C'est Emmanuel Razavi, donc spécialiste du Moyen-Orient franco-iranien, qui a écrit dans Atlantico, qui donne des éléments de réponse qui peuvent être intéressantes. Il explique notamment que, vous savez qu'en France, on a des otages en Iran. Oui. On a des otages qui sont détenus, des Français, par la République islamique. Alors, ils sont à l'ambassade de France en ce moment. Voilà, donc il y a la peur, malgré tout, que leur sort qu'ils soient maltraités. Et l'autre élément, c'est que vous savez que la République islamique, ça c'est Emmanuel Razavi qui l'a bien démontré dans ses travaux, aujourd'hui est en capacité de mener des attentats en France. C'est-à-dire qu'il y a un réseau terroriste et d'agents extrêmement infiltrés en France, un réseau d'infiltration très développé dans notre pays qui pourrait demain mener des attentats. Donc il y a une crainte aussi à ce niveau-là. Il l'explique très bien dans ses travaux. Ça peut expliquer la pusillanimité de notre diplomatie à s'exprimer sur ces questions. C'est vieux comme l'affaire Gorgi. Ouais. C'était déjà un fonctionnaire de l'ambassade d'Iran, il faut rappeler, dans les années 90, qui avait favorisé des attentats terroristes sur le sol français. L'affaire Gorgi, il avait été évacué. Vous rappelez-vous, pour ceux qui se souviennent du débat entre, donc c'est 88, c'est le débat entre Jacques Chirac et François Mitterrand, où Jacques Chirac lui parle de l'affaire Gorgi et Mitterrand lui répond dans les yeux, vous ne m'en avez jamais parlé. Allez sur l'INA, vous retrouverez ce passage. Et c'était déjà les réseaux iraniens et c'était déjà des opérations de terrorisme sur le sol national. On attend la réaction de Donald Trump, 45 morts confirmés en Iran. À mon avis... On va voir. Il y a eu un balai, pour ceux qui suivent aussi les balais aériens, il y a des gens qui ont des sites qui pointent les transports aériens. Et il y a énormément de matériel américain qui a traversé l'Atlantique il n'y a pas très longtemps. Et pour les confrères qui nous écouteraient, je lis Emmanuel Razavi qui dit aux amis et confrères, consoeurs de télé et radio sur l'Iran, interviewé l'historien de la Perse Yves Baumati. Enfin, il donne un certain nombre de personnes à interroger, de spécialistes, Clément Terme, immense spécialiste de l'Iran. Bref, il y a beaucoup de gens à interviewer, il y a des choses à dire et on s'interroge, vous avez raison de le dire, sur le silence même de la communauté internationale, des autres pays sur ce sujet. À tout de suite, enfin non, pas à tout de suite, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio et Merci on Valérie. se retrouve lundi. Merci à tous.